Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à ce premier épisode dans notre série rétrospective 2024. Une année jalonnée de succès tous azimuts pour la première cause nationale. Des acquis qui viennent s'ajouter aux nombreuses avancées dans ce dossier du Sahara sur la scène internationale notamment. Soutien africain croissant. Et les pays européens, dont le tout dernier en date, ce soutien fort et franc de la République française à la marocanité du Sahara, ou encore ce pas inédit des pays nordiques, à savoir la Finlande, la Suède et le Danemark, qui marquent une véritable tournure historique dans leur position vis-à-vis de ce différend régional. Force est de constater que la politique du Maroc a démontré son efficacité sur un territoire historiquement rallié aux séparatistes, à savoir l'Amérique latine, où les succès du Maroc ne se comptent plus. Sans oublier un soutien inconditionnel des pays du Golfe. Et à la veille du 50e anniversaire de la question du Sahara et de l'avis de plusieurs observateurs, 2024 sonnera certainement le début d'un compte à rebours historique, celui d'une solution définitive à ce différend régional qui n'a que trop duré. J'accueille pour cette émission spéciale rétrospective le politologue et professeur de droit, Mostafa Sreni. Bonsoir. Bonsoir. Avec nous également l'expert en sécurité et en stratégie, colonel Hassan Saoud. Bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue à vous deux, messieurs, sur ce plateau une nouvelle fois. Une année assez particulière. Si on devait passer en revue, bien sûr, les acquis, le temps réparti pour l'émission ne nous suffira pas. Mais évoquant les faits marquants, les principales évolutions du dossier du Sahara en 2024, Mostafa Sreni. D'abord, globalement, sur l'année 2024, je vais résumer, c'est un grand millésime, un grand cru, oui. 2024. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'il y a les conditions dans lesquelles a été votée la résolution 2756 du Conseil de sécurité le 31 octobre dernier, qui est un acquis fondamental de consolidation des positions marocaines. C'est un texte important à deux égards. Premier égard, c'est un texte qui reprend globalement le tronc de toutes les précédentes résolutions depuis d'ailleurs 2007, depuis que le Maroc a présenté le projet d'autonomie le 11 avril 2007 au Conseil de sécurité. Alors, c'est extrêmement important, ça repose sur un certain nombre de principes qui sont réaffirmés par la haute instance tunisienne, en l'occurrence un processus négocié, le soutien à l'émissaire personnel en place, en l'occurrence c'est Staffan de Mistura, le format de négociation avec des paramètres, c'est-à-dire les tables rondes, et puis le fait que sur la table, il y a quoi ? Il y a l'initiative marocaine d'avril 2007, donc, qui est une initiative sur l'autonomie interne dans le cadre de la souveraineté marocaine, son intégrité territoriale. Je crois que c'est extrêmement important, c'est-à-dire c'est une prise de position de la communauté internationale, représentée en l'espèce par le Conseil de sécurité, et le vote est intéressant à cet égard. Deuxième élément complémentaire, c'est que le Maroc se situe pleinement dans le cadre du respect de l'application de cette résolution du Conseil de sécurité et des précédentes résolutions. Le Maroc n'est pas hors périmètre. Il est soucieux et attaché donc à l'application des résolutions du Conseil de sécurité. Il est favorable à tout ce qui a été proposé. Ces mises en cause répétées de la position de l'État voisin, on va sûrement y revenir, sont prises en compte. Je fais référence quand même à la situation des réfugiés. Voilà un État voisin qui accueille des dizaines de milliers de réfugiés, qui refuse de les identifier, de les recenser, et si bien que ce sont des réfugiés sans aucun statut, en violation des conventions internationales, notamment la Convention 1951. Deuxième point à mettre dans la mise en cause de ce pays voisin, c'est le fait qu'il autorise sur son territoire des milices armées
donc qui sont encadrés par les éléments de sécuritaires et militaires algériens. Et il y a une connexion relevée par le secrétaire général des Nations Unies dans son rapport sur le fait que c'est un foyer d'instabilité, d'insécurité dans la région du Sahel. Et de dire qu'il déplore la persistance des limitations apportées par le Polisario à la liberté de mouvement des observateurs militaires et des équipes de ravitaillement de la mission de la MINURSO, en l'occurrence. Troisième élément que vous me servez sur un plateau, c'est le fait que si nous sommes respectueux des décisions de la communauté internationale telles qu'elles sont exprimées, en revanche, le pays voisin, l'Algérie, et le mouvement séparatiste sont en dehors de la légalité internationale. Je donne un certain nombre d'éléments d'information sur ce sujet. Pour le mouvement séparatiste, il a dénoncé le cessez-le-feu en novembre 2020, voici 4 ans. Pourquoi de novembre 2020 ? C'est le 20 novembre 2020, une semaine après la normalisation de la circulation au poste frontière de Guelgueret entre le Royaume et la Mauritanie, où il était prévu, du point de vue du mouvement séparatiste et d'Alger, d'installer une base de peuplement, donc comme foyer de tension. Donc voilà un mouvement séparatiste qui ne peut plus se prévaloir du Conseil de sécurité ni de ses résolutions, puisqu'il rejette le cessez-le-feu instauré en septembre 1991. Deuxième élément, c'est qui met en cause cette fois-ci son parrain. L'Algérie, après avoir participé à un processus négociatoire prévu par le Conseil de sécurité et accompagné par l'ancien émissaire personnel du secrétaire général des Nations Unies, a participé à 2 rencontres, on ne le dira jamais assez, 2 rencontres en Suisse, l'une en décembre 2018, l'autre en mars 2019. C'était la formule de la table ronde des 4. L'Algérie était représentée par qui dans ces 2 rendez-vous ? Par le ministre des Affaires étrangères en fonction. En décembre 2018, c'était Abdelkadem Sahel. En avril 2019, c'était Ramtan Lamamra. Donc, escalité, c'est un engagement d'État. Il était prévu un 3e rendez-vous, vous le savez, en juillet de 2019, qui n'a pas eu lieu du fait de la démission donc, de Christopher Ross, à l'époque, pour des raisons de santé. Si bien que nous sommes face à une partie, en l'occurrence l'Algérie, je ne parle pas du mouvement séparatiste, de l'Algérie, qui a participé à un processus onusien validé par le Conseil de sécurité, qui maintenant a décroché et se situe hors règles de la communauté internationale. Et puisque vous me rendez si gentiment l'appareil sur le plateau que je vous ai servi il y a quelques instants, maintenant, effectivement, l'Algérie s'impose, et d'ailleurs, ça a été c'est le pays qui a été le plus évoqué, autant de fois en tout cas, que le Maroc dans les 3 dernières résolutions votées donc au Conseil de sécurité de l'ONU. Et ce n'est pas le seul camouflet subi par le régime d'Alger, colonel Saoud. Effectivement, dans les résolutions dont Mustafa vient de parler, il est mentionné plusieurs fois le pays concerné, l'Algérie, en tant que partie prenante. C'était Aujourd'hui, quand on parle de succès diplomatique marocain, pour moi, c'est les revers diplomatiques algériens. Et je commencerai évidemment pour 2024, puisque nous sommes un pays africain, tous les échecs qui ont été subis par la diplomatie algérienne au sujet du Polisario. Et évidemment, le juillet 2024, la réunion de la 45e session du comité exécutif de l'Union africaine qui siégeait à Accra, au Ghana, a décidé à 52 voix pour de l'exclusion de toute entité n'ayant pas de souveraineté de tous les partenariats internationaux. Oui. Résultat, eh bien, ils ont été exclus du forum Chine-Afrique, du forum USA-Afrique, forum Inde-Afrique, forum Turquie-Afrique, de la Ligue arabe où ils ont subi un camouflet important dans la mesure où l'unanimité sur la légitimité de la question de notre intégrité territoriale a été réaffirmée, etc. Dernier aussi, l'Indonésie-Afrique. Exact. Il reste évidemment cette
deux épisodes importants. C'est 2022 et la décision unilatérale du président tunisien par des entourloupés et ayant accueilli le soi-disant leader du Polisario comme un chef d'État. Eh bien, après tout ça, c'est passé dans la case perte et profit, plutôt perte que profit, avec un camouflet aussi de manière extraordinaire pour la Tunisie. Aujourd'hui, le Polisario ne peut plus siéger dans les instances internationales. Compte tenu de l'évolution du droit international depuis 1975, c'est-à-dire que le droit international, il évolue. Absolument. Alors que, bon, pour certains, on reste vraiment un peu braqué sur ce qu'était le droit international dans les années 70, compte tenu des réalités politiques du monde à cette époque-là. Et donc, finalement, ce système bicéphale mondial qui a bien changé depuis. Comment, justement, cette évolution du droit international ne permet plus certaines aberrations qui étaient d'actualité il y a 50 ans? Ce que vous dites me rappelle le discours royal à l'occasion du 40e anniversaire de la Marche verte. Ça a été dit clairement que les positions du pays voisin sont toujours formulées à travers un prisme de guerre froide dépassé. Oui. Donc, et ça a été dit clairement dans ce discours, vraiment un discours journal de marche et un discours stratégique. Nos voisins algériens sont restés sur des... Ils n'ont pas encore révisé leur carte mentale et leur esprit mental par rapport à la situation d'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous savez, à l'ONU, il y a un nouveau concept qu'on n'exploite pas beaucoup. Et il s'appelle la prolifération des États. Et c'est un concept onusien. Pourquoi? Parce que le dernier État qui a eu son indépendance est dans une situation catastrophique. Et tout le monde est conscient aujourd'hui que cette prolifération crée des États corvéables et servi par toutes les volontés de maîtrise. Aujourd'hui, l'Algérie n'a jamais été aussi isolée par rapport à ses voisins, les pays du Sahel, par rapport à notre pays, par rapport évidemment à son voisinage libyen et l'Europe. Faut-il rappeler combien de fois on a... Enfin, ils ont rappelé leur ambassadeur, coupé les relations commerciales avec l'Espagne, rappelé l'ambassadeur à Paris qui revient, ou qui ne revient pas, mais en tout cas pas de retour officiel. Oui, et puis l'Amérique latine, oui. Vous vous rendez compte? Et je pense qu'il y a des bons signes pour 2025 corroborent tout ce que la diplomatie marocaine a réalisé jusqu'ici. Puisque vous parlez de pays, justement, de pays reconnus par l'ONU, hein, rappelons-le, des pays reconnus par l'ONU, plus d'une centaine, Stafa Sahimi, oui, ont déjà apporté leur soutien à l'initiative marocaine de 2007 que vous évoquiez tout à l'heure. Qu'est-ce qui a changé au-delà du chiffre, au-delà de la quantité, mais de la qualité du soutien à la cause nationale sur l'échiquier mondial et sur les pays qui comptent et selon aussi leur répartition géographique? Le chiffre arithmétique n'est pas à ignorer pour autant. Nous sommes aujourd'hui à 113 pays, c'est extrêmement important. Oui. Alors, dans ces 113 pays, un certain nombre de pays que vous avez évoqués dans votre présentation, pays nordiques, d'Amérique latine, toutes les semaines maintenant, etc. Ça se traduit aussi par la projection territoriale de ces reconnaissances et soutiens au niveau de la trentaine de consulats généraux qu'il y a à Laayoune et Dakhla. C'est important parce que c'est un prolongement diplomatique d'une reconnaissance d'État. Le fait important, il y en a eu fondamentalement 2 depuis 4 ans dans ma grille de lecture.
4 ans, c'était quand même la reconnaissance américaine, qui est l'hyperpuissance, première puissance mondiale, c'est un élément fondamental dans les nouveaux termes d'appréhension de la question nationale, l'administration américaine. Accélérateur. Oui, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, le président Trump a été réélu, il prend fonction dans une vingtaine de jours. Et donc, voilà de quoi conforter, si besoin était, consolider la position américaine, malgré les propos et les opérations de propagande d'un certain nombre de milieux, etc. La position américaine est maintenue, elle sera consolidée. Deuxième axe, à mon avis... Quel impact c'est la première puissance mondiale. Les États-Unis et je pense que le deuxième axe, c'était la France. C'était la France, oui, c'est important. Mais quel impact sur le Conseil de sécurité, sur cette dynamique au sein du Conseil de sécurité? C'est-à-dire, au niveau du Conseil de sécurité, d'abord, il y a un statut privilégié du représentant américain, c'est le porte-plume. Vous savez, par dossier, il y a un accord qui est fait pour que ce soit tel pays, etc. Traditionnellement, maintenant, c'est le représentant américain. Et donc, il a l'avantage de préparer un projet, de mener les contacts, etc. et d'arriver donc à l'échéance qui est prévue, suivant l'agenda onusien, de proposer un certain nombre de choses, d'accepter ou de ne pas accepter. C'est ce qui s'est passé avec la dernière résolution, la 2756, où le représentant algérien a multiplié les manœuvres pour proposer des amendements qui ont été rejetés et par le représentant américain et par la majorité des membres du Conseil de sécurité, il faut le dire. Là encore, un exemple d'illustration de l'isolement de la position algérienne. J'enchaîne dans cette même parenthèse sur l'isolement de la position algérienne. J'ai le souvenir, comme vous, de toute la campagne de promotion qui avait été faite par la diplomatie algérienne, à l'époque dirigée d'ailleurs par Lamta Lamamra, pour dire « nous allons être membres du Conseil de sécurité pour un mandat de 2 ans ». C'est l'expression du rehaussement diplomatique de l'Algérie nouvelle, parce que c'est le thème de Tebboune. Et nous allons également adhérer aux BRICS, et l'Algérie devient une grande puissance influente. Eh bien, il n'y a rien de tout ça. Quel est le rôle et l'influence de l'Algérie au Conseil de sécurité? C'est un rôle tout à fait marginal. Sinon, il n'avait pas le droit de voter sur la question des provinces sahariennes. Tout à fait. Il n'avait pas le droit bien de sûr, voter. Après, ils ne peuvent pas être partis, juge et parti. Il se distingue simplement par un activisme pro-palestinien qui ne fait l'affaire de personne, qui ne fait pas avancer la cause. Pour les BRICS, c'est la même chose. Il y avait toute une campagne. Moi, j'ai un discours de Tebboune de novembre 2022 sur nous allons être dans BRICS, nous allons être parmi les grandes puissances du Sud, etc. Elle avait déclaré ça. Eh bien, ça s'est passé en Afrique du Sud, vous le savez, en août 2023. La candidature de l'Algérie n'a même pas été inscrite. Inscrite avec ce commentaire sévère de qui? Du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui a dit « ce n'est pas une puissance influente et elle n'a pas de base économique pour être éligible ». C'est le ministre russe qui le dit, Sergei Lavrov. Alors, c'est intéressant compte tenu des liens entre Moscou et Alger. La position de Paris est extrêmement intéressante. Elle vient après, quand même, la position de l'Espagne, qui a été une puissance occupante et qui connaît bien le dossier. Donc ça, plus l'Allemagne, c'est important, plus d'un certain nombre de pays. La position de Paris, évidemment, c'est un tournant majeur dans l'appréhension de la question nationale, avec le message du président Macron à Saint-Marcel le Roi le 30 juillet, puis prolongé par la visite d'État du chef de l'hôte de l'Élysée fin août au Maroc, où il y a eu un voyage exceptionnel. Et nous sommes donc dans cette configuration où un membre important comme la France, membre du Conseil de sécurité, appuie totalement la position marocaine, plus la position américaine. Et donc ce sont des éléments qui font le poids au sein du Conseil de sécurité, plus encore, qui sont pris en compte par les chancelleries dans le monde. Et c'est pour ça que nous en sommes là. Qui sont prises en compte aussi par les organisations dans le monde. Colonel Saïd, vous vouliez rajouter quelque chose avant qu'on parle aussi de succès au sein d'organisations internationales ou de groupements internationaux. Absolument. Au-delà des décisions souveraines des différents pays que vous avez évoqués. J'allais ajouter un autre élément sur lequel mon ami Mustafa a écrit,
c'est l'exclusion du Polisario de l'intergroupe au sein du Parlement européen. Oui. Où il y avait... Il y a une dizaine de jours seulement. Il y a une dizaine de jours et tu avais formulé un article intéressant sur le sujet. Ça fait partie des échecs aussi. Aujourd'hui, je pense que le pays voisin a perdu toute sa boussole diplomatique et il est dans un travail qu'on appelle dans notre jargon péfométrique. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Je voulais ajouter quand même, il faut parler de la situation sur le terrain au Sahara, ce n'est pas négligeable pour l'année 2024. Eh bien, il faut savoir que dans le cadre de la protection aussi bien du mur que de la zone démilitarisée, des opérations importantes ont été assurées par les forces armées royales et où ils ont éliminé presque une dizaine de dirigeants militaires du Polisario. Et surtout, après l'attaque terroriste de Smara et de Mhebs, sur laquelle je pense qu'on doit insister parce que c'était un acte terroriste aux yeux on a réussi une guerre d'attrition qui a permis de quand même amputer le Polisario de certains dirigeants militaires très importants. J'en citerai quelques-uns. Évidemment, Ali Hamoudi, il est chef de la 6e région. Abdelaziz Ould Baria, cadre très important. Le Bendir, ça a été dit. Hamouda Ben Brahim et Himdoun, des chefs dans l'échiquier militaire très importants. Et ça, c'est à tel point que ces répercussions se sentent dans les camps de Tindouf où il y a un choc tribal important, où on puise dans certaines tribus au lieu des autres. Et aujourd'hui, on refuse d'aller à la guerre avec toutes les conséquences que ça a. Donc, voilà où c'est qu'on en est. Donc, selon vous, c'est une année décisive, 2025. Là, nous allons parler de 2024. Il nous reste 3 minutes pour le temps de cette émission. 2025, ce sera vraiment pour vous, Hassan Saoud, un tournant historique décisif pour la fin de ce conflit régional. Comme ça a été dit, l'année 2024 est une réussite. Et le Maroc a encore de la marge de progression diplomatique d'après beaucoup de signaux. Et je pense que l'année 2025 ressemblera à 2024 parce qu'il y a des partenaires et des pays amis qui pourraient emboîter le pas à toutes les adhésions à notre thèse. Surtout que 2025 s'annonce aussi avec son lot de changements géopolitiques majeurs sur la scène internationale. On a vu la Syrie, c'est le plus récent en date. La Syrie, c'est un boomerang algérien, c'est un boomerang pour l'Algérie, où ils sont impliqués militairement avec des personnels militaires et on est en train de... Des milices séparatistes. Des milices séparatistes. 500 membres qui ont été identifiés dont un grand chef algérien. Oui. Donc je ne citerai pas le nom. Un général. Au sein du régime qui vient de tomber. Oui, Mustafa Sahimi. Alors, je vous laisse le mot de la fin. Vous êtes bien aimable. Alors, pour 2025, il y a plusieurs faits à relever. Il y a le Maroc qui va poursuivre ses avancées diplomatiques et il y a une dynamique. Vous savez, le mouvement nourrit le mouvement. Donc la dynamique conforte la dynamique. Il y a d'autres pays qui vont suivre. Il y a une maturation qui se fait du côté du Royaume-Uni. Elle est discrète, mais elle se fait par tours successifs et probablement 2025, ça va être finalisé. Il y a d'autres pays qui vont suivre. Il y a un agenda qu'il faut relever, qui a été fixé d'ailleurs par le Conseil de sécurité dans la résolution 2756, c'est le mois d'avril. Vous savez qu'il y a une session formelle du Conseil de sécurité au mois d'octobre cette année, et puis il y a une session simplement de briefing au mois d'avril, et il est prévu expressément dans la résolution 2756 que le rendez-vous d'avril 2025 doit être l'occasion pour faire le point de manière significative sur la poursuite ou non du processus onusien.
Et d'ailleurs, Staffan de Mistura l'a dit. Il a dit, je vais voir, en tout cas en ce qui me concerne, d'ici fin avril, s'il m'est possible ou pas de continuer ma mission. Mon sentiment, c'est qu'il n'est pas en mesure de proposer sa mission du fait sa visite en Afrique du Sud. Non, du fait des actes. Sa proposition aussi, du fait des actes, d'une autre du fait de ses actes et de ses propos, de ce déplacement, il est disqualifié et donc il ne peut plus avoir la main pour accompagner ce processus. Et la communauté internationale, Conseil de sécurité, va être mise devant ses responsabilités au mois d'avril. C'est un rendez-vous important. J'ajoute, dans la diplomatie marocaine, il y a un autre aspect d'un mot, c'est le soft power marocain. Nous y consacrons, merci, une émission rétrospective spéciale soft power. Ce sera vendredi soir, retrouvez-nous sur BFM TV à 22h. Nous allons analyser justement les coins et recoins de ce soft power marocain. Le mondial, tout ça, oui, bien 2020, la CAN, 2025, etc. Et pour finir, si vous voulez, pour 2024, ceci, merci. Un grand merci à 2024 et tous mes voeux de même facture pour 2025. Inch'Allah, merci à vous également. C'est à vous également, si ça. En tout cas, c'était une année pleine de rebondissements qu'on a pris beaucoup, ou qu'on a beaucoup appris aussi grâce à vos éclairages très, très demandés sur ce plateau. Merci beaucoup, merci messieurs. Voilà, c'est la fin de cet épisode spécial rétrospective 2024 au sujet du Sahara. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée.